Mais vous, à ce moment-là, vous entrez dans le monde de la restauration. Oui. Honnêtement, vous le connaissiez ou... Je le connaissais pas du tout, je le connaissais comme client, ce qui est très agréable. J'aimais bien manger, être servi et boire, mais je n'avais jamais travaillé dedans. Hein. Mais j'avais la chance d'avoir un associé dont c'était le métier, qu'il faisait parfaitement bien, mieux que moi si j'avais essayé de le faire. Donc on s'est bien entendu avec Alain parce que j'ai jamais essayé de cuisiner. Comme j'ai jamais essayé de cuisiner, les clients sont venus. Et je leur ai fait un joli document, leur proposant d'acheter le livre en direct, puisqu'on n'avait pas de distributeur au départ. On a démarré comme ça. On a démarré en faisant de la vente directe de livres auprès des chefs. La mayonnaise prend, mais c'est ma perception, bien entendu, quand le restaurant répond à l'ère du temps. Donc on investit que dans des métiers que l'on comprend et que l'on connaît et où on pense qu'on peut avoir un effet de levier au-delà de mettre de l'argent pour aider l'entreprise à aller plus vite. On a le droit de se tromper un peu, mais de ne pas trop se tromper. Et si on se trompe, parce que ça arrive à tout le monde, hein, et on part dans la mauvaise voie, de le reconnaître rapidement et d'essayer de changer, c'est bien. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir sur Bienvenue au Capital, le podcast qui a pour but de nous inspirer et de nous faire découvrir les mondes passionnants du rachat d'entreprise et du capital investissement, aussi appelé private equity. Je vais à la rencontre de femmes et d'hommes qui investissent et s'investissent dans des entreprises formidables et qui les accompagnent pendant plusieurs années dans leur projet de développement. En quelques mots, mes invités sont des actionnaires actifs. Ainsi, chaque discussion vous permettra de tirer des exemples concrets et directement actionnables, que ce soit pour travailler en private equity ou pour comprendre les stratégies des entrepreneurs et des entreprises qui réussissent. Je suis Mathieu Colombarini, étudiant en finance d'entreprise passionné par le private equity, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, dans ce nouvel épisode de Bienvenue au Capital, je suis ravi de vous présenter ma conversation avec Laurent Plantier. On a enregistré mi-avril, fondateur de French Food Capital, le fonds d'investissement en private equity thématique de la food. Vous verrez, Laurent est entrepreneur depuis toujours. Il a fait 2 ans de fusion-acquisition, il a racheté une boîte, il l'a revendue 5 ans plus tard. Il a fait un MBA au MIT, là-bas il a rencontré Alain Ducasse. Enfin bref, Laurent est un personnage incontournable du monde de la restauration française. Créateur du mouvement Tous au restaurant, conseiller de Pierre Sang, de Thierry Marx et bien d'autres. Pour cet épisode, je suis accompagné de mon ami Arthur Munch, entrepreneur et repreneur d'entreprise dans le secteur de la restauration. Dans cet épisode, vous comprendrez comment Laurent a créé et développé le groupe Alain Ducasse en l'emmenant de 0 à 85 millions d'euros de chiffre d'affaires en 17 ans. Vous entendrez son avis sur ce qui fait un bon restaurant, les rationnels de l'investissement sur la food, ou encore, vous le verrez, un tas de conseils très inspirants. Merci encore à Laurent pour son temps et son très bon accueil, à Augustin Chaplon pour la mise en relation et à Guillaume Duclos pour l'aide à la préparation. Je suis Mathieu Colombarini, vous écoutez Bienvenue au Capital et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Monsieur Plantier. Bonjour Mathieu, bonjour Arthur. Bonjour. Et bonjour Arthur. Donc quand on a travaillé l'épisode avec Arthur, on a trouvé beaucoup d'informations. On aimerait qu'on parle de votre vie d'entrepreneur, de votre première entreprise potentiellement, le développement d'Alain Ducasse Entreprise, du fonds French Food Capital, et potentiellement d'exemples concrets d'investissements que vous avez menés avec le fonds. Mais avant, et parce qu'on n'est pas sûr qu'on pourra revenir sur cette question plus tard, on apprend quoi quand on fait un MBA au MIT? On apprend par l'anglais. C'est surtout ça? Non, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un MBA au MIT, c'est lié à mon parcours en fait. J'ai travaillé pendant 7 ans avant de partir faire mon MBA. J'avais une expérience d'entrepreneur dans la TPE, très petites entreprises, d'accord, industrielles. Et j'ai trouvé qu'à 29 ans, 27 ans, je suis parti à 29, mais quand j'avais 27 ans, que j'étais un peu décalé par rapport à mes amis sur la connaissance de la techno. C'était le début du web, début d'Internet, et quand on passe 5 ans à développer une entreprise, une TPE dans le matériel de seconde œuvre du bâtiment, on est le nez dans le guidon et moins intéressé par ce qui nous entoure. Et donc j'avais peur d'être, parce qu'à 27 ans, on est très jeune, de se sentir déjà potentiellement décalé par rapport à une techno émergente qui était Internet. D'accord. Qui démarrait, donc je me suis dit tiens, ça serait bien que je me pose
Et puis je venais de vendre mon entreprise, hein, j'avais revendu mon entreprise. Après je raconterai ce parcours. Mais donc j'avais travaillé pendant 7 ans, j'avais revendu mon entreprise et avant de repartir à fond dans un nouveau projet, comme j'avais un peu d'argent puisque j'avais vendu mon entreprise, plutôt que de le réinvestir dans un appartement ou dans une entreprise, j'ai préféré le réinvestir dans mes études. Dans la formation. Dans la formation. Ok, ouais. Ben justement, c'était la première question, mais du coup, on aimerait vous demander de vous présenter justement. Bonjour, donc Laurent Plantier. J'ai un parcours d'entrepreneur. J'ai toujours voulu être entrepreneur puisque je suis d'une famille de commerçants. Et mes parents, mes grands-parents m'ont donné envie de travailler dans l'entreprise, envie de diriger l'entreprise, envie de la développer. Donc depuis que j'ai démarré mes études, j'ai toujours voulu diriger une entreprise, mais entre vouloir diriger une entreprise et monter une entreprise, il y a quand même pas. Il y a tout un monde. Et j'ai commencé à travailler dans les fusions-acquisitions. Donc, je travaillais pour une banque d'affaires à Paris, une banque italienne qui s'appelle la Monte Paschi Bank, qui avait un petit département corporate comme ça se fait, c'est-à-dire accompagnement de haut de bilan pour les clients de la banque. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Et un jour, je suis tombé sur un dossier de petite taille, en fait. Donc, j'avais la capacité de racheter l'entreprise. Donc, j'étais plus intéressé par le projet d'entreprise, pour être honnête, que par le produit, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était racheter une entreprise, puisque ça faisait 2 ans que je conseillais des gens à vendre ou à racheter leur boîte. D'accord. Donc, du coup, j'avais une entreprise à racheter. Je trouvais que les ratios, c'est-à-dire la rentabilité, étaient très fortes. Et donc, du coup, je me suis mis à l'idée de racheter cette boîte qui fabriquait des boîtiers de sol, plainte électrique, boîtier de sol, colonne, c'est-à-dire la distribution des courants forts, courants faibles dans les immeubles de bureaux. Pas très sexy par rapport à la gastronomie. Hein. Un petit peu, ouais. Et je vendais ça, donc seconde œuvre du bâtiment, je vendais ça aux installateurs électriciens. D'accord. En faisant des produits sur mesure. Et donc, une entreprise qui faisait 6 millions de francs de chiffre d'affaires, donc 1 million d'euros. D'accord, ok. Au moment de la reprise? Oui. Okay. Donc une très petite entreprise avec une dizaine de salariés. Dans la région Dans la région parisienne. Donc je fabriquais les produits, je les vendais. Donc j'étais homme à tout faire. Je faisais des salons du bâtiment. J'allais voir les clients. Je contrôlais la production. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et une entreprise a frappé à ma porte pour me racheter. D'accord. Et là je me suis dit, je crois que je vais pas laisser passer le train. Et donc j'ai décidé de vendre et d'accompagner en fait la session pendant 2 ans, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. C'est-à-dire que je suis resté 2 ans au sein de la nouvelle structure pour accompagner le développement, parce que c'était une très petite entreprise, donc il y avait beaucoup de. Bon, j'ai eu la chance d'avoir fait une jolie plus-value, en tout cas pour mon âge à l'époque. Et là c'est là que j'ai décidé de reprendre mes études. D'accord. Et donc de partir aux États-Unis, qui était une expérience formidable. Pour apprendre à parler l'anglais. Pour apprendre à parler l'anglais, mais je dis ça comme une boutade, bien entendu, tout le monde l'a compris, mais c'est vrai que quand on travaille, ça faisait 7 ans que je travaillais essentiellement en français, puisque dans la TPE, vous n'avez pas de clients internationaux. Je commençais à perdre quelque part, pendant 7 ans, vous parlez plus anglais. Vous commencez à perdre votre deuxième langue. Hein. Et je trouvais ça aussi dommage dans un monde qui s'ouvrait, puisque, bon, même si je suis un peu plus vieux que vous, j'ai une 50aine d'années, j'ai 54 ans. On partait pas aussi facilement faire ses études à l'étranger lorsqu'on était étudiant, qu'on avait 20 ans, vous voyez, comme on le fait aujourd'hui avec tous les programmes qui existent. Donc j'étais pas parti pendant 1 an faire mes études à l'étranger, j'avais toujours eu envie de faire ça, parce que c'est un rêve d'enfant, j'avais pas pu le faire. Donc de le faire à 29 ans, ça a été formidable pour moi. Puis on a une certaine maturité aussi, je trouve. Quand on fait un MBA, qu'on a déjà travaillé, on va pas les cours comme des cours. Vous étiez avec des gens qui avaient aussi déjà travaillé sur Oui, j'étais la moyenne d'âge. J'étais autour de je pense que la moyenne d'âge de mon MBA était 28 ans, j'avais 29 ans, donc j'étais dans la moyenne d'âge des gens. Bon, bien sûr, il y avait des gens plus jeunes, il y avait des gens plus vieux, mais il y avait en grande majorité, en tout cas pour les étrangers, des gens qui avaient une naissance professionnelle. Donc les cours étaient très enrichissants, puisque les gens parlaient de leur expérience par rapport au sujet. Donc forcément c'était plus appliqué, ils comprennent. Oui, c'était appliqué, c'est des études, bien entendu, ce sont des études, mais je veux dire, c'est certainement pas l'image des études que l'on a quand on a 20 ans et qu'il y a peu de pratique et beaucoup de théorie, quoi. Là, c'était de la théorie pratique, si je peux dire, et appliquée à des cas et très participatif, et les gens faisaient part de leur expérience, et chaque fois qu'on parlait d'un cas, ça faisait écho à une expérience à venir, au futur ou passé. On imaginait comment on pouvait le mettre en place, si on l'avait déjà mis en place différemment. D'accord.
Et donc, vous l'avez fait surtout pour vous ouvrir. Est-ce que vous aviez déjà, après, en tête d'entreprendre à nouveau, j'imagine? Oui, mais également, j'avais aucune idée dans quel domaine. Okay. Et je me suis dit qu'en passant 2 ans en contact avec des étudiants, j'allais trouver une idée. Okay. Mais j'ai pas trouvé une idée, j'ai trouvé un associé, puisque j'ai rencontré Alain pendant cette période-là. J'ai rencontré Alain Ducasse pendant cette période-là. D'accord. J'ai pas encore fini mes études que j'ai rencontré Alain, qu'on s'est fréquenté, et donc j'ai commencé à travailler avec Alain le lendemain du jour où j'étais diplômé. D'accord, c'était un plan parfaitement dévoilé. Oui, c'est-à-dire que c'est très sympathique de faire ses études quand on a 29 ans, mais quand vous finissez, vous avez 31, ça fait 2 ans que vous travaillez plus. Vous avez usé votre bas de laine. Il est temps de s'y remettre. Et là, il est temps de recommencer à travailler. Vous avez envie, vous avez besoin. Il faut s'y remettre. C'était une nécessité. Non, mais c'était une envie, bien entendu, quoi. Parce que là, on a envie de mettre en pratique un peu ce qu'on a appris. On aurait envie de travailler. Donc, j'avais rencontré Alain et on avait, on va dire, accroché ensemble. Et donc, Alain m'avait proposé de le rejoindre dans l'idée de s'associer. D'accord. Et donc, c'est ce que vous avez fait, et vous avez lancé directement sous la forme de Alain Ducasse Entreprise? Non, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai rejoint Alain fin juin. J'ai repris des comptes. J'ai fait ce que je savais faire, puisque auparavant j'avais travaillé dans la reprise d'entreprise. Donc j'ai contacté les gens que je connaissais dans ce métier-là, et j'ai trouvé une entreprise à reprendre, qui était Château Hôtel, qui s'appelle aujourd'hui Les Collectionneurs. Donc c'est une chaîne d'hôtellerie indépendante. On fait du marketing pour les hôteliers indépendants. Et j'ai trouvé cette entreprise à reprendre. J'ai proposé à Alain qu'on la rachète ensemble. D'accord. Voilà, et Alain m'a dit, écoute, on y va. Et il m'a juste dit, trouve un manager parce que je préférais que tu restes à mes côtés, qu'on développe l'entreprise Ducasse. Ah d'accord, parce que sinon vous auriez pas été contre le fait de gérer l'entreprise. Honnêtement, je sais pas, je sais pas. Donc on a repris cette entreprise ensemble avec Alain. On a associé un patron. Et ça a été le début. En fait, ça nous a beaucoup aidé parce que pour de multiples raisons. D'abord, ça nous a créé donc l'association Ducasse, c'était un mariage réduit aux acquis. C'est-à-dire qu'on partageait, on s'est associé sur toute la valeur créée le jour où on s'est rencontrés. D'accord. Donc, par définition, le jour où on s'est rencontrés, on n'avait pas de surface économique à partager. Donc, le fait de racheter cette entreprise, ça nous a donné une surface. Ça nous a permis d'avoir de la trésorerie, un flux de trésor. L'entreprise s'est bien développée. Donc, ça nous a aidé pour le développement futur. Ça a été l'origine du groupe Alain Ducasse, finalement, puisque le groupe, c'est à partir de notre rencontre. Et donc, ça a positionné Ducasse dans l'esprit des autres chefs, dans l'esprit des tiers que l'on rencontre, des banquiers, etc., plus comme un homme d'affaires que pour un chef, puisque, bien sûr, de nombreux chefs développaient leur entreprise, mais ils développaient leur entreprise autour de leur métier, de la gastronomie, Paul Bocuse, etc. Donc, généralement, le chef faisait un gastro, derrière, il faisait un bistrot, des plats cuisinés. C'était un peu le début de la télé, mais à peine à l'époque. Donc, c'était plutôt bistrot, gastro, bistrot, plat cuisiné. Le début de la quoi, pardon? De la télé. Le début des chefs à la télé. Ah, d'accord, des chefs à la télé. Le début de cette vague, donc peu de chefs faisaient de la télévision. Mais c'était le début, donc il n'y avait pas encore beaucoup d'activités médiatiques comme aujourd'hui pour les chefs. Donc c'était vraiment réduit à ce que je viens de dire, quoi. Gastro, bistrot, plat cuisiné. Dans la cuisine pure, quoi. Ouais. Et donc Alain, c'est le premier chef, quelque part, qui fait une activité qui n'a rien à voir. Parce que manager une chaîne hôtelière et faire de la cuisine, c'est très, 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 très différent. Et donc, ça l'a positionné de manière très différente. Et lorsqu'on avait des relations avec des banques, ensuite, déjà, ça le positionnait comme un homme d'affaires. Ça positionnait l'entreprise comme une entreprise et pas comme un chef qui essaie de se développer. D'accord, donc c'était aussi peut-être plus sérieux et ça paraissait au moins. Ça, je le dis aujourd'hui, quand on l'a fait, on s'en est pas aperçu. Hein. Mais on l'a fait parce qu'on trouvait que c'était une belle entreprise. Le talent d'Alain, c'est pas seulement d'être cuisinier, mais c'est aussi, comme beaucoup de cuisiniers, comme beaucoup de créatifs, c'est comprendre l'air du temps. D'accord. Et donc il faut se remonter, il faut revenir en 98. Et en 98, il y a eu l'émergence d'une hôtellerie de charme. Le terme hôtellerie de charme n'existait pas beaucoup avant. Il a été créé dans ces années-là. Donc, c'est-à-dire et donc Alain a capturé tout de suite en voyant Château Hôtel que c'était la tendance, l'envie d'une clientèle d'aller dans une hôtellerie un peu moins guindée, un peu moins relais château de l'époque, Vous voyez ce que je veux dire? Et un peu plus cool tout en étant chic, quoi. C'était un peu
Pour comparer avec la mode, c'était un peu Ralph Lauren, vous voyez ce que je veux dire, D'accord. décontracté chic. C'est quand même beau, c'est quand même chic, mais c'est décontracté. Mais en même temps, on se prend moins la tête. Donc du coup, on a créé une chaîne qui était symbole de cette hôtellerie de charme. D'accord. Ça peut s'appeler une chaîne ou un label, c'est ça? Une chaîne ou un label. Les professionnels appellent ça chaîne. Ça s'appelait Château Hôtel Indépendant parce que c'était de l'hôtellerie indépendante. Donc il y a ou une chaîne intégrée, qui est des choses comme Accor, ou une chaîne qui rassemble des indépendants. Ok, d'accord. Donc ça, c'est la toute première acquisition. En effet, c'est un label. Okay. Et ça, c'est la toute première acquisition, la première brique donc de. Ouais. Et ensuite, on a développé très vite. Alain souhaitait aller aux États-Unis, ouvrir un restaurant aux États-Unis, et donc le fait que bien sûr j'ai travaillé 2 ans aux États-Unis, que j'avais, je veux dire, la capacité de parler du business anglais. Je suis allé à New York régulièrement pour trouver une opportunité. D'accord. Voilà. Donc on a cherché très rapidement une opportunité. Donc l'ouverture d'un restaurant à New York, qui a été également très important pour le développement de l'entreprise, puisque il y avait des chefs français à New York, des chefs français aux États-Unis, mais ils étaient installés aux États-Unis. À cette époque, c'était pas des chefs installés en France qui ouvraient une succursale, un restaurant à l'étranger. Ça se faisait pas en 98. Ok, d'accord. Donc il y a eu une époque où ça s'est fait avec Paul Bocuse 20 ans avant. D'accord. Où Paul Bocuse a ouvert des restaurants dans le monde entier. Il a notamment un restaurant toujours, même s'il est décédé à Disneyland. Ok, d'accord. Mais après, ça s'est plus fait. Okay. Comment vous l'expliquez? J'étais pas là. Moi, je suis arrivé quand ça s'est fait. Non, mais des habitudes, des modes. J'étais pas des envies d'eux. Moi, je sais que la raison pour laquelle il y a eu ce développement des chefs et des chefs français à l'étranger est venue d'une modification de l'hôtellerie, en fait, l'hôtellerie de luxe, qui était une hôtellerie qui appartenait, donc des propriétaires étaient propriétaires de palaces, de grands hôtels dans le monde. Donc à Paris, tu avais un propriétaire, chaque grand hôtel était propriétaire d'une famille depuis longtemps. D'accord. Et donc l'hôtellerie s'est modernisée avec des chaînes d'hôtels de Four Seasons, Hilton, dans lequel la marque était apportée à un propriétaire. Donc lorsqu'un Four Seasons s'installe dans une ville, il n'est pas propriétaire de l'hôtel. D'accord. Donc il y a eu ce développement de l'asset light, c'est-à-dire Accor s'est développé comme ça, beaucoup de chaînes étrangères et surtout dans le haut de gamme, le luxe s'est beaucoup développé comme ça, Ritz-Carlton, Four Seasons. Donc les propriétaires avaient l'habitude d'avoir un gestionnaire hôtelier qui gérait leur hôtel. D'accord. Et ensuite, pour se différencier, eh bien, quand vous avez un hôtel luxe, vous pouvez vous différencier par le restaurant et par le spa à l'époque. Ok. Donc après, il y avait un Ritz-Carlton, on va caricaturer, et un Four Seasons à New York. Eh ben, ils se font la concurrence. Donc, qu'est-ce que vous allez amener de différent par votre concurrent? Si vous amenez un restaurant gastronomique, un restaurant à la mode, un restaurant dont on parle, vous différenciez en termes de marketing par rapport à votre concurrent. Ok. Donc, certaines personnes ont pensé ça, et donc nous, on a été les premiers à proposer justement des contrats de management. Donc, on a ouvert des restaurants à l'étranger avec Alain sur une forme de contrat qui nous permettait, comme on n'avait pas beaucoup de fonds propres, de nous déployer rapidement. Ok, dans la stratégie Asset Light dont vous nous parlez. Ouais, et donc on a bénéficié de cette stratégie Asset Light, donc il y avait un besoin, et on a répondu à ce besoin. Ok, d'accord. Et donc ça, c'était plutôt la deuxième étape du coup. Ça a été assez rapide, puisqu'on a ouvert notre restaurant début 2001. D'accord, donc en 3 ans, vous aviez déjà acheté le label et vous avez déjà acheté, ouvert le premier restaurant. Ouais, ouvert le premier restaurant à New York. Entre-temps, on avait ouvert Spoon à Paris. Ok. On a ouvert la même année, en 2000-2001, on a dû ouvrir 7 restaurants dans le monde avec Alain. Mais vous, à ce moment-là, vous entrez dans le monde de la restauration. Oui. Honnêtement, vous le connaissiez ou? Je le connaissais pas du tout. Je le connaissais comme client, ce qui est très agréable. J'aimais bien manger, être servi et boire, mais je n'avais jamais travaillé dedans. Mais j'avais la chance d'avoir un associé dont c'était le métier, qu'il faisait parfaitement bien, mieux que moi si j'avais essayé de le faire. Donc, on s'est bien entendu avec Alain parce que j'ai jamais essayé de cuisiner. Et les clients ont été contents, parce que comme j'ai jamais essayé de cuisiner, les clients sont venus.
Non, mais oui, j'ai développé un groupe de restauration avec un grand professionnel de la restauration. Et un chef qui maîtrisait parfaitement son domaine d'expertise. Donc moi, je me suis occupé du développement et lui s'est occupé de l'expertise métier. D'accord. Okay. Et vos inspirations à vous du côté développement, c'était vous inspiriez plutôt des chaînes, plutôt des franchises, plutôt des hôtes gastronomiques, mais comme c'était assez innovant d'ouvrir plein de restaurants. Enfin, non, c'était novateur en termes de business. Hein, c'est inspiré des contrats de management faits par les chaînes hôtelières de luxe. Mais je veux dire pour déployer aussi vite, je veux dire techniquement par exemple, comment ça se passe alors on a eu de la chance également parce qu'on avait peu de concurrents. Okay. Parce qu'il y avait peu de chefs qui avaient le savoir-faire, l'envie. Donc il y a eu une demande et après il fallait aussi que les personnes soient capables d'y répondre. Donc on a été contactés, mais je suis persuadé qu'au même moment d'autres chefs français ont été contactés, mais ils n'avaient pas ou le savoir-faire ou l'envie, puisqu'il faut ou la structure pour le faire. Ducasse avait déjà cette force, c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré, il travaillait déjà plus comme chef dans le restaurant. Il faisait plus la cuisine, donc il pouvait s'absenter, on mangeait aussi bien. Donc si vous n'êtes pas déjà structuré comme ça, si vous absentez ne serait-ce que 5 jours pour aller visiter un restaurant à New York, pendant 5 jours, il n'y a plus personne en cuisine. Ouais, donc il faut déjà être bien structuré pour pouvoir faire ça. Et Alain était déjà bien structuré pour pouvoir faire ça, donc ça nous a aussi beaucoup aidé. Ok. Et du coup, il gérait déjà 2 restaurants à l'époque. Il gérait déjà un restaurant 3 étoiles à Paris, un restaurant 3 étoiles à Monaco. Et c'était le Louis XV à Monaco et l'hôtel du Parc, donc l'ancien restaurant de Joël Robuchon à Paris, avenue Raymond Poincaré. Et ça, c'est une histoire qui a duré 16 ans. Moi, je suis resté presque 18 ans avec Alain. D'accord. Et si vous deviez extraire une ou deux choses que ça vous aura appris, qu'est-ce que vous pourriez nous partager? D'abord, il y a quelque chose de grisant de développer rapidement une entreprise, quel que soit le métier, parce que quand vous créez une entreprise, en tout cas quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes là pour développer l'entreprise, vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. En fait, ce qui est votre moteur, c'est plutôt l'histoire humaine que vous créez avec vos collaborateurs, quoi. Et donc, quand l'entreprise se développe, il y a beaucoup d'énergie. Et donc, votre objectif est vraiment de développer l'entreprise. C'est ça qui est le moteur de une grande majorité des entrepreneurs, en tout cas les entrepreneurs que je connais. Leur moteur, c'est vraiment cette expérience humaine, cette aventure humaine du développement. Et donc, quand le développement marche bien, ce qui était le cas pour nous, avec Alain, c'est très grisant, vous êtes très content puisque vous avez beaucoup de projets. Donc, bien sûr, au quotidien, vous gérez des problèmes. Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, tous les jours, les problèmes vous remontent et vous devez gérer les problèmes. Dans la restauration, il y a beaucoup de problèmes au quotidien à gérer, mais vous avez aussi le côté agréable, grisant de gérer des projets. Et donc, quand vous avez des projets, vous n'avez pas de problème, vous avez des projets, vous projetez dans l'avenir, il y a un côté créatif, il y a un côté d'organisation qui rend votre métier, en tout cas, ce qui me plaisait dans ce métier. De dirigeant d'entreprise, d'entrepreneur. C'est pas seulement gérer les problèmes et gérer le quotidien, mais aussi gérer le développement, gérer les projets. Parfait. Et après, vous finissez cette aventure. Oui, c'est une aventure qui a été 18 ans de ma vie, c'est long, hein. C'est long et on a eu la chance de développer à l'international l'entreprise Alain Ducasse. On a aussi développé en étendant la gamme de produits, si on peut dire, puisqu'on n'a pas fait que de la restaurant gastronomique, on a fait aussi du bistrot. Et ensuite, on n'a pas fait que de la restauration, puisque j'ai parlé de Château Hôtel, mais après, avec Alain, on a créé une école. On a fait de la formation pour les professionnels. Ensuite, on a créé de l'édition. Donc, on s'est mis au départ à éditer les livres d'Alain Ducasse. C'était plus simple pour nous. Également parce que les projets que l'on avait, aucun éditeur ne souhaitait les éditer. Lorsqu'on a créé le grand livre d'Alain Ducasse, qui était un format hors norme à l'époque, personne n'achetait des beaux livres, ce qu'on appelle des beaux livres de cuisine. C'est des livres avec des jolies photos, qui coûtent relativement cher. Les Américains appellent ça Coffee Table Book, le livre que vous laissez sur votre table basse. Le marché n'existait pas en fait. Okay. Et donc, quand on a développé le grand livre de cuisine avec Alain Ducasse, qui est un pavé de 15 cm, qui était vendu de mémoire en francs, 1400 francs, il n'y avait pas de livre de cuisine vendu 1400 francs. Il y avait des livres de cuisine peut-être à 50 francs le plus cher. Donc on était hors marché.
Et donc, et on était un livre qui était à la fois pour les professionnels et pour les amateurs, mais plutôt pour les professionnels. Mais pour un livre de cuisine pour les professionnels, avec des photos très belles, etc., ça n'existait pas. Donc le produit n'existait pas, donc aucun éditeur n'a voulu prendre le risque de lancer ce produit. Et donc comme on y croyait avec Alain, en tout cas, je vais dire que on n'était pas certain d'en faire un business. Ce qu'on était certain, c'était que c'était important pour la marque Ducasse, pour appuyer, implanter la marque Alain Ducasse. Donc on s'est dit, ça va coûter tant, on va en vendre un certain nombre, bon, on va peut-être pas gagner d'argent, on va certainement pas en perdre. D'accord. Et ça va nous amener de la notoriété, c'est du marketing pour la marque Ducasse, donc c'est important, donc c'est un petit risque qui serait un budget marketing. C'est ça, au pire, si c'est de la perte, c'est du budget marketing. Voilà, la perte sera pas trop importante. En revanche, l'impact sur la marque peut être très très fort parce que le livre était de très grande qualité. Donc quoi qu'il arrive, on considère qu'en termes de stratégie, il fallait qu'on le fasse. Après, il fallait rationaliser bien sûr économiquement le projet pour pas que ça devienne un budget marketing mais une perte importante pour la boîte. Et donc après, moi j'ai rationalisé ça. J'ai essayé d'en faire un commerce. Mais ça, justement, c'est... Et donc, le commerce, j'ai fait du commerce, comme ça se faisait pas mal à l'époque, puisqu'il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire que j'ai acheté le guide Michelin, j'ai pris une stagiaire et j'ai saisi tous les noms de tous les restaurants, de tous les chefs en France. Là, il y a à peu près 500 chefs étoilés en France. À l'époque, il y en a peut-être 600 aujourd'hui. Et je leur ai fait un joli document, leur proposant d'acheter le livre en direct, puisqu'on n'avait pas de distributeur au départ. On a démarré comme ça. On a démarré en faisant de la vente directe de livres auprès des chefs. Et le livre s'est très très bien vendu. Donc après, on est passé de 500 à tous les chefs français, donc il y avait peut-être 5000 à peu près. Et le livre s'est très bien vendu. Donc ensuite, on l'a mis en librairie. Et quand on est allé voir un éditeur et quand il a vu nos chiffres, quand il a vu le produit fini, il a dit, mais je pense qu'il y a un marché. Pour le livre de cuisine. Pour le livre de cuisine, c'est super ce que vous avez fait, moi je vous le distribue. Donc c'est comme ça qu'on a démarré un livre, puis après un deuxième, puis après un troisième, puis après un quatrième, puis après on est devenu éditeur, puis après on a édité les livres des confrères, etc. Et donc on a créé une petite maison d'édition. Après on a embauché un patron pour gérer cette maison d'édition, et c'est devenu un petit business. Donc du coup on avait une activité d'édition, une activité de formation, une activité de restaurant propre dans lequel on gérait nos propres restaurants, les bistrots en France, une activité de conseil et de contrat de management. Et après, on a fait, on a créé une marque de chocolat qui se développe bien, Chocolat Alain Ducasse. Voilà. Et après, je ne parle que des succès, mais bien sûr, sur 18 ans avec Alain, il y a des restaurants qui ont fermé. On a eu des tentatives malheureuses, mais c'est ça. Je veux dire, l'entrepreneur, c'est celui qui n'a pas peur d'entreprendre. Il va pas réussir tout ce qu'il a fait. On ne raconte que nos succès, que nos réussites. Bien sûr, il y a eu des échecs que je ne vais pas raconter, mais bien sûr, sur tous les restaurants qu'on a ouverts, on a fermé un certain nombre. D'accord. Ce qui compte, c'est qu'on a ouvert et on a gagné plus d'argent avec les restaurants qui marchent que perdu avec les restaurants qu'on a fermés. Voilà. C'est pour ça que l'entreprise s'est développée. C'était le contraire, l'entreprise se serait arrêtée. Ça aurait été compliqué. Le solde était positif. Voilà. Mais bien sûr qu'on a fait des erreurs et... Mais ça, c'est assez impressionnant parce que justement, au final, c'est plein d'activités différentes. Et vous avez dit, d'abord, on l'a développé et ensuite, on a mis un patron à l'activité. Mais ça veut dire que à chaque fois, vous avez dû apprendre des nouveaux métiers et à chaque fois, vous avez dû aller sur des nouveaux marchés. Oui, mais très vite. Donc, très vite, quand on a vu qu'on pouvait en faire un petit business, pour l'édition, c'est pas un gros business, notre métier d'édition, mais c'est quand même un vrai métier. Donc, quand on le faisait avec nos livres, la manière dont je vous l'ai décrit, on a eu la chance que ça marche, mais c'était fait un livre après un livre, au départ vendu par correspondance, etc. Quand on a décidé d'en faire un métier, on a décidé de le professionnaliser, donc mettre à la tête de ce qui devenait une entreprise et plus une activité de l'entreprise, mais une entreprise indépendante, même si elle nous appartenait à part entière. On a mis un patron à la tête de cette entreprise pour la développer. Parce que sinon, moi je suis pas éditeur, même si j'ai fait un livre, que j'ai appris à fabriquer un livre, faire imprimer, etc., c'est pas pareil qu'avoir une petite maison d'édition. Il faut gérer les droits d'auteur, il faut gérer les relations avec les distributeurs, enfin... Un vrai métier. Le marketing, c'est un vrai métier, donc oui, il faut mieux mettre à la tête d'un vrai métier, un professionnel. Un vrai professionnel, oui, forcément. Et donc, bien sûr, c'est ce qu'on a essayé de faire dans toutes nos entreprises. Et à partir du moment où ça devenait un business à part entière, on avait un patron à part entière. Après, chez Châteautel, on a toujours un patron de Châteautel. Moi, j'étais très impliqué
Mais j'étais très impliqué pour suivre, pour regarder les budgets, pour discuter de marketing, mais pas pour gérer l'entreprise au quotidien. Au quotidien, il y avait un vrai patron. Donc je pouvais partir aux États-Unis, m'occuper du restaurant, m'occuper du développement de l'entreprise. Je savais qu'il y avait chaque fois un patron à la tête des entités qu'on avait créées. Donc au début les activités vous les développiez, ensuite vous mettiez un patron et ça vous permettait d'aller développer des nouvelles activités, Exactement. des nouvelles activités. Exactement. Puis au début, quand on a développé des idées, on va dire au départ, on a une idée, on lance l'idée, on n'est pas sûr que ça va devenir un vrai business. Parfois, on aurait pu échouer dans ce livre, on n'aurait fait qu'un. Bon, je pense que ça n'aurait pas été très grave. Le livre était de qualité, ça aurait été bien pour la marque, et on n'aurait pas développé d'autres livres, ça n'aurait pas été très très grave. Okay. Mais ça n'aurait pas été créer une activité à part entière. Et pour l'activité restauration, sans rentrer dans les détails, mais comme vous disiez, la somme, la balance était positive forcément, mais avec le recul, c'est beaucoup plus facile d'en parler, mais qu'est-ce qui fait qu'un restaurant marche et qu'un autre ne va pas marcher? C'est une très très bonne question et j'ai toujours pas la réponse parce que c'est une question qu'on s'est toujours posée. Toujours posée en disant quels sont les 10 points, quels sont les 20 points nécessaires pour qu'un restaurant réussisse. Parfois, vous avez répondu aux 20 points et le restant ne marche pas et vous ne comprenez pas tout de suite pourquoi. Okay. Non, il y a bien sûr que si c'est bon, c'est mieux que si c'est mauvais. Non, mais malheureusement, je dis ça, il y a des restaurants où c'est pas très bon et qui marchent depuis des années. Donc, c'est même pas, je veux dire, et il y a des restaurants très bons, mal gérés, qui font faillite. Mais nous, on considérait en tout cas, puisqu'on était dans une idée de la gastronomie, de la qualité, qu'un restaurant il fallait d'abord bien faire le service, bien servir les gens, qu'il y avait le b.a.-ba du métier de restaurateur tel qu'on l'apprend quand on est un professionnel devait être fait parfaitement pour se développer, mais c'est pas un gage de succès suffisant. Il y a bien sûr que le rapport qualité-prix compte, bien sûr qu'il y a une perception non rationnelle du restaurant qui compte énormément. Il se passe un buzz quand vous créez un restaurant, ou il ne se passe pas de buzz quand vous créez un restaurant. Donc aujourd'hui, c'est un buzz par Internet, par les réseaux sociaux, est-ce que vous voulez, mais où ça marche pas. Quand le buzz prend, quand les réseaux sociaux s'emparent du succès, parlent de vous, etc., votre restaurant est plein. Donc c'est déjà un début de succès. Après, la difficulté, c'est qu'il soit plein pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Mais pourquoi la mayonnaise prend à un moment donné? Moi, je pense que la mayonnaise prend, mais c'est ma perception, bien entendu, quand le restaurant répond à l'air du temps. Et donc, le restaurant est également le reflet de la perception, c'est le reflet de ce que les gens ont envie de faire. Donc, si un restaurant marche, c'est parce que vous captez une clientèle, parce que vous répondez aux attentes de cette clientèle, que ces attentes soient connues ou pas connues. On sait qu'aujourd'hui, il y a quand même une attente très très forte sur la qualité, l'origine des produits, sur la saisonnalité. Bon, saisonnalité, depuis que je travaille avec Alain Ducasse, il a toujours pratiqué la saisonnalité, mais pour nous, c'est enfoncer une porte ouverte. Mais on sait qu'aujourd'hui, un restaurant doit faire très attention à ces critères-là. Si vous le faites pas, il y a quand même des restaurants qui le font pas, qui marchent. Mais je veux dire, si vous faiêtes très bien ce qu'attendent les gens, il y a quand même des chances que ça rencontre le succès, voilà. Okay. Donc, si vous captez parfaitement l'air du temps, et si vous êtes un entrepreneur ou un chef qui a cette capacité créative de comprendre ce qu'attendent les gens, il y a des grandes chances que le restaurant marche. Ok. Donc, bien sûr, moi, je trouve que la tendance aujourd'hui, au-delà de ce que les gens attendent dans l'assiette, c'est aussi les gens ont besoin de s'amuser. Donc, les restaurants festifs marchent très très bien. Et je pense qu'à la réouverture des restaurants, et après le Covid, ils vont encore mieux marcher parce que je pense que l'envie de s'amuser est très important. Et je considère que les réseaux sociaux, la capacité de se faire livrer à manger chez soi, même maintenant des produits de qualité, va nécessiter encore plus de raisons de sortir. Sinon, pourquoi sortir si vous mangez très bien chez vous? Si ce n'est pour vous amuser, pour rencontrer des gens, pour avoir
une interaction sociale. Donc je pense que l'interaction sociale va être très très importante. Il faut que le restaurant vous amène dans quelque chose que vous ne retrouvez pas chez vous, que ça soit dans l'assiette ou que ça soit autour de l'assiette. Tout prendre en compte l'ambiance. Ouais, exactement. Plus aujourd'hui qu'avant, parce qu'avant, de toute façon, l'offre à la maison était pas si qualitative que ça, à part si vous faisiez bien à manger. Mais si vous cuisiniez pas, il y a 20 ans, il y avait un peu de plats surgelés Picard. Ils étaient peut-être pas aussi bons qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ils sont bien meilleurs. Je veux dire, tout s'est amélioré. C'est-à-dire que les plats industriels se sont énormément améliorés. L'offre de livraison s'est énormément améliorée, du moins dans les grandes villes. Donc, même si vous cuisinez pas, vous pouvez manger des choses agréables, de qualité, tous les jours chez vous. À un certain prix, hein, en plus. Donc, si vous allez au restaurant, que vous dépensez quelque chose plus, vous attendez à avoir plus que déjà la qualité que vous mangez chez vous, pas les mêmes produits, et que ça vous amène un plaisir différent. Forcément. Donc ça va devenir encore plus, je pense que ça va devenir encore plus difficile si les restaurateurs se remettent pas en cause là-dessus. Okay. C'est pourquoi les clients vont venir chez moi, quoi. Sauf si vous êtes situé à un endroit où vous êtes le seul. Donc, là, vous avez capté le marché, vous êtes un monopole, donc les gens n'ont pas le choix, vous n'êtes pas obligé de faire des efforts, quoi. Mais c'est plutôt rare. À Paris, en tout cas, c'est plutôt rare, en effet, parce qu'il y a un peu de concurrence. Un petit peu. Et donc c'est une aventure qui se termine en 2016, 2015 ? Exactement, oui. Ouais, okay. En 2015, oui. En 2015. Et vous avez tout de suite eu l'idée de French Food, Capital. Ça a pris un peu de temps de mûrir et de créer ce projet, parce que d'abord, j'avais jamais travaillé dans un fonds d'investissement. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était qu'un fonds d'investissement. Vous aviez côtoyé des fonds d'investissement ? Non, très peu, très peu. Ok. J'avais parlé avec des gens qui dirigent des fonds, mais je veux dire, c'est pas pareil. J'avais pas l'expérience de ce métier-là. Et donc je ne savais pas du jour au lendemain que j'allais créer un fonds. Mais c'est l'envie d'abord l'envie de pas faire la même chose. C'est-à-dire de pas repartir avec un chef et de redévelopper 20 ans de ma vie pour faire ce que j'avais déjà fait une fois. Parce que ça a été beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie avec Alain, et beaucoup de plaisir, plus de plaisir que de larmes, mais quand même énormément de travail. L'idée de refaire la même chose pendant 20 ans de ma vie me convenait pas. Donc j'allais pas repartir avec un chef. Il fallait en plus qu'il soit aussi talentueux qu'Alain, et peut-être quand j'ai rencontré Alain, je savais pas à quel point il allait être talentueux. Donc c'était en plus un pari sur une personne, et ça aurait été lassant de refaire la même chose, donc j'avais pas envie de faire la même chose. Ce que j'ai bien aimé dans mon métier, dans le parcours, à côté d'Alain, c'était cette capacité de faire des choses différentes. Donc quand même si c'était autour d'une marque, autour de la restauration, de faire de la formation, de faire de l'édition, de faire du management, d'avoir nos propres restaurants, de faire un peu d'hôtellerie, etc. On a fait différents métiers, et donc c'est quelque chose qui me plaisait. Donc je me suis dit, voilà, je veux continuer à travailler autour de ces métiers de la nourriture, de l'alimentation. Si possible que ça soit divers, différencié, pas toujours la même chose, pour que ça soit pas lassant. Et donc petit à petit, j'ai dit, moi j'aime bien accompagner les entrepreneurs, c'est quelque chose qui me plaît. Et donc petit à petit, voilà. L'idée a germé. L'idée a germé, des échanges que j'ai eus au départ avec Perrine, mon associé. Et puis ensuite, le projet ressemble de plus en plus à un fonds d'investissement. Et là, on s'est dit, bon, ben, quand même, il faut quand même un professionnel du milieu de l'investissement, puisque c'est un métier. Et donc, on est allé chercher Paul, qui est le troisième associé de l'histoire, pour monter French Food, puisque lui, il avait l'expérience de l'investissement, moi l'expérience de la restauration, et Perrine une expérience aussi d'entrepreneur, puisqu'elle avait monté une entreprise en sortant de l'ESSEC qui faisait du conseil en RSE, pour simplifier. D'accord. Donc des trois profils très complémentaires. Trois profils très complémentaires, et on a eu l'idée de ensuite de monter ce fonds avec un prisme qui est d'être un fonds essentiellement d'entrepreneurs, puis ensuite Denis nous a rejoint, qui était aussi Denis Hennequin, qui était aussi le président de McDonald's pendant 20 ans, McDonald's de France, McDonald's d'Europe, puis d'accord, donc quand même un homme d'entreprise et pas un homme de finance. Donc plutôt des gens d'entreprise pour aider, pas seulement investir, qui est un métier, mais ensuite aider les entreprises dans lesquelles on a investi pour grandir plus vite.
Donc notre promesse, elle est là dans notre fonds, hein, qui est de dire bon, on investit que dans des métiers que l'on connaît, parce qu'on peut pas forcément, on peut aider à réfléchir dans les métiers qu'on connaît pas, mais si on veut vraiment aider un manager ou un entrepreneur à développer l'entreprise, c'est quand même plus facile lorsqu'on connaît le métier. Et lorsqu'on le comprend, donc on investit que dans des métiers que l'on comprend et que l'on connaît, et où on pense qu'on peut avoir un effet de levier de mettre de l'argent pour aider l'entreprise à aller plus vite. Et par rapport à ça, est-ce que c'est pas frustrant quand on a été entrepreneur, quand on a été aux manettes, au final de devenir vous accompagner les dirigeants, c'est eux les dirigeants, et du coup c'est pas frustrant? Pour moi c'est pas frustrant parce que notre métier est quand même complexe, hein, puisque vous devez faire de l'investissement, vous rencontrez beaucoup de projets dans lesquels vous devez réfléchir si vous investissez ou pas, et ensuite vous accompagnez les entrepreneurs. Comme je l'ai expliqué lorsque j'étais chez Ducasse, il y a l'entreprise dans Ducasse que je gérais, mais il y a des entreprises que je gérais par procuration, puisque je mettais un patron. Donc, lorsque je faisais de l'édition, je n'étais pas capable, en fait, de diriger une entreprise d'édition. J'ai dirigé l'entreprise d'édition à travers le patron, Emmanuel, qui dirigeait la boîte, qui dirigeait l'entreprise, mais c'est pas moi qui, au quotidien, était capable de faire un livre, si vous voulez. Et donc, c'était déjà ce type d'accompagnement. Oui, j'étais pas frustré de pas savoir fabriquer un livre. Oui. Donc, j'avais un échange avec lui j'essayais de l'aider, sur d'autres aspects du management que son métier propre. Et donc j'ai fait ça pour Château Hôtel, j'ai fait ça pour l'édition, j'ai fait ça pour la formation, et donc maintenant c'est ce que je continue à faire, si vous voulez. Donc pour moi c'est pas frustrant, puisque je dirige aussi mon entreprise qui est French Food Capital, qui est quand même si on a peu de collaborateurs, c'est quand même une entreprise qu'on essaie de développer. Donc on réfléchit à la stratégie, comment on va la développer, etc. Donc avec mes associés, et en même temps on fait notre métier d'investisseur, et en même temps on accompagne les dirigeants. Donc voilà, mais on est quand même investisseur à leur côté, donc c'est pas pareil qu'un consultant, dans le sens où si jamais on prend une mauvaise décision, ou si on laisse le manager qui peut être le dirigeant de l'entreprise prendre une mauvaise décision, même si on l'a prise avec lui, on va aussi en payer les conséquences, vous voyez, puisqu'on est chaque fois associé avec lui. Donc on essaye, notre travail c'est d'essayer d'aider le dirigeant de l'entreprise à prendre les meilleures décisions. Mais on ne prend pas les décisions à sa place, mais après on peut l'aider à les mettre en œuvre. Parce que on investit dans de la PME, dans de l'entreprise de petite et moyenne taille, et donc les dirigeants ne savent pas tout faire. Moi-même, je ne sais pas tout faire, mais ils savent pas tout faire. Ils sont rarement bons dans tous les domaines. Dans ces entreprises de cette taille-là. Donc déjà, ils sont entrepreneurs, ils ont développé leur entreprise. Est-ce qu'ils sont très bons en marketing? Parfois oui, mais s'ils sont très bons en entreprise, est-ce qu'ils sont très très bons en gestion? Est-ce qu'ils savent parfaitement bien gérer, je sais pas, leur relation avec les banques pour avoir les meilleurs taux? Donc certes, chaque dirigeant a un profil différent, mais souvent il est content qu'on l'aide dans la partie dans laquelle il est le moins à l'aise, ou qu'il connaît le moins bien, et dans lequel on peut l'assister, l'aider, être un sparring partner, etc. Mais par rapport à ce métier de sparring partner, on a plusieurs questions qui peuvent être posées, mais c'est déjà une notion d'engagement. Effectivement, un fonds qui va rejoindre une entité pour n'apporter que les valeurs et les compétences qui sont déjà présentes dans l'entreprise, ça n'a pas d'intérêt. Et de là vient une question: dans les 8 participations actuelles de French Food Capital, il y en a 2 où il y a un partage avec un autre fonds d'investissement. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est lesquels? Alors il y a j'écorche toujours le nom, mais la Piaderina. La Piadine, oui. Où c'est un contexte un petit peu particulier, et avec monbanquier.fr. Donc comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a une vraie collaboration entre les fonds et les gérants, ou comment ça se passe? Alors dans le cadre de monbanquier.fr, c'est une entreprise qui est à la fois sur la restauration et à la fois sur le digital. Et donc on a décidé d'investir avec un autre fonds qui avait une compétence très très forte en digital, et une compétence que l'on n'avait pas, et eux ils n'avaient pas peut-être cette compétence sur la partie cœur de métier, et donc on a considéré que notre apport était complémentaire pour l'entreprise. Parce que moi c'est une entreprise qui est 100% pure digital, c'est une entreprise de la tech
avec des besoins particuliers, avec des métriques particuliers, et c'était plus facile de le faire avec quelqu'un dont c'était le métier. Et en revanche, toute la connaissance métier, puisqu'il faut quand même à un moment donné servir le client, lui livrer la commande, puisqu'on fait du traiteur en entreprise. Mon banquier, c'est du traiteur en entreprise, donc il faut quand même que ça soit bon, livré à temps et au bon prix. Ben, nous, on pouvait les assister sur cette partie-là. Donc là, c'était deux fonds qui n'avaient pas les mêmes compétences et qui amenaient justement qui avaient des compétences complémentaires. Donc l'idée, elle était là. Dans le cas de la Piadineria, c'est différent, c'est-à-dire que la Piadineria en Italie a été reprise par un fonds d'investissement. Et ils sont venus nous chercher en fait pour développer la France, en disant on n'a pas le savoir-faire, le réseau pour développer l'entreprise en France. Donc en fait nous on n'est pas associé avec eux, proprement dit on est associé avec eux sur le développement en France, on gère le développement en France. Mais en effet, je vois votre point qui est de dire il faut que les rôles de chacun soient clairement définis. Très bien, très bien. Moi, j'ai d'autres petites questions sur ce French Food Capital. Donc, il y a aujourd'hui une activité qui est principalement du coup autour de la food avec des entités qui sont très proches de la restauration pure. Comment on gère un portefeuille comme ça? Comment on accompagne un portefeuille comme ça en pleine crise du Covid? Ça doit forcément être un petit peu plus sportif. Oui, alors d'abord cette crise elle a surpris tout le monde puisque c'est une situation inédite pour chacun. Donc on a été au départ très proche des dirigeants au quotidien avec toutes nos participations pour les aider. On a fait du partage d'expérience puisque les sujets étaient sujets de trésorerie, sujets de protection du personnel par rapport à la maladie, sujets d'aider les gens même au niveau psychologique. En mettant une assistance sur ces sujets psycho, enfin de nombreux choses nouvelles dont faisaient face les dirigeants et avec, comme on a dit, des gens d'une certaine maturité, l'échange entre les dirigeants aussi a amené beaucoup de choses. Puisqu'on avait des dirigeants qui avaient déjà vécu des situations de crise, même des crises différentes et qui avaient déjà géré une crise, d'autres qui n'avaient pas l'habitude de le faire, qui l'avaient jamais fait. Et donc, on a fait beaucoup de partage d'expérience. Après, on les a aidés sur des choses très pragmatiques, qui sont aller chercher des fonds auprès des banques. Dans le cadre du PGE, bon, après on a joué notre rôle d'actionnaire quand on devait jouer notre rôle d'actionnaire pour soutenir les entreprises et ensuite redévelopper pour certaines un plan stratégique en disant les choses ont changé, comment on se réinvente, comment on bénéficie de cette crise comme une opportunité et pas comme une crise, voilà. Avec des nouveaux pivots. Exactement. Bon, après, ça a été vraiment différent. L'impact a été différent pour les entreprises. L'impact n'a pas été le même. Il y a des entreprises comme Classroute qui ont été à l'arrêt complet le jour du confinement. Des entreprises comme la boulangerie Marx qui a une baisse importante du chiffre d'affaires puisque tous les Parisiens étaient confinés, mais quand même qui est restée ouverte puisque c'était un commerce essentiel, resté ouvert avec moins de clients. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, mais qu'on n'avait jamais vécu, c'est-à-dire il fallait rassurer le client en mettant ce qui s'était jamais fait, une barrière entre nous et le client, ne plus prendre un produit à la main, porter des gants, porter des masques, mettre des protections plastiques transparentes de partout, enfin tout ce qui est malheureusement notre quotidien aujourd'hui, mais que l'on a dû mettre en place comme tous les commerçants du jour au lendemain. S'assurer qu'on faisait prendre aucun risque ni aux collaborateurs à qui on demandait de venir travailler pour servir et ni aux clients, etc. Oui, ça a été différent pour chacune des entreprises. Mais quand vous le faites, je pense que quand vous le vivez déjà sur une entreprise, c'est assez intense, et quand vous le vivez sur plusieurs entreprises, c'est à la fois intense et à la fois intéressant parce que vous voyez, vous multipliez les expériences. Donc vous avez une courbe d'expérience plus rapide finalement parce que vous multipliez des expériences différentes et des situations différentes. Donc c'est quand même, ça reste enrichissant à titre personnel. Et forcément, vous pouvez potentiellement dupliquer les bonnes expériences. Bien sûr, oui. On a fait des vraies réunions de partage d'expérience où chacun des entrepreneurs disait voilà comment j'ai traité, voilà quel sujet j'ai eu, voilà comment je l'ai traité. Et ça a permis à d'autres d'anticiper sur des problèmes à venir, etc. C'est assez riche, oui.
Vous auriez un exemple de très bonne gestion qui vous a impressionné ou qui... Non, mais la première entreprise qui a mis en place une aide psychologique pour ses collaborateurs très rapidement, c'est quelque chose qui paraît peut-être beaucoup plus évident aujourd'hui parce qu'on l'a beaucoup entendu, mais ça a été mis par le dirigeant des Deux Marmottes tout de suite, et je trouvais que c'était la manière dont il a communiqué à ses salariés, enfin le fait que lui-même s'installe sur place, puisqu'il était entre Paris et Bon-Chablais, en étant très proche, et qui mettent en place toutes les mesures de protection sanitaire nécessaires pour que la production continue, hein, parce qu'il fallait pas que la production s'arrête, sinon on pouvait plus vendre, etc. Oui, ça a été... En parlant du dirigeant des Deux Marmottes, c'est assez intéressant comme exemple parce que ça montre que vous êtes capable de faire vraiment des opérations sur mesure ou de temps en temps vous allez faire des opérations de capital développement. Ouais. Et là, je crois que c'était le directeur France de Coca-Cola. Exactement. Que vous êtes. Si vous voulez raconter l'histoire de. Non, parce que au départ, quand on a créé ce fonds, c'était un fonds pour accompagner les dirigeants. On avait le sentiment, puisqu'on n'en savait rien, mais qu'on allait essentiellement prendre des participations minoritaires pour accompagner au développement de l'entreprise. Après, il s'est avéré qu'on a autant de participations majoritaires que de participations minoritaires, puisque finalement, ce qui nous intéresse, c'est le projet entreprise, c'est l'équipe dirigeante, et c'est pas en soi le montage pour nous qui fait la différence. On va dire que il y a des outils qui sont des outils financiers qu'on essaie d'optimiser, bien entendu, qu'on essaie de mettre en place les outils les plus performants pour l'entreprise et son développement, mais pour nous c'est pas le sujet c'est vraiment le projet. Et dans le cadre des Deux Marmottes, c'était le dirigeant précédent souhaitait céder 100%, et donc on avait eu le choix d'accepter ou le choix de pas faire l'opération. On considérait que le produit avait du potentiel et que c'est un produit de grande qualité. On a décidé quand même de faire l'opération, même si au départ on se voyait pas comme un fonds majoritaire qui fait un BI, qui fait un rachat d'entreprise. Donc on entend souvent qu'on parie sur une équipe en investissement, mais on parie aussi sur un produit en trouvant la bonne équipe pour. Oui, je suis pas capable de vous dire qu'est-ce qui est le plus important, mais on va dire qu'une mauvaise équipe, un mauvais dirigeant peut faire échouer une très bonne entreprise, un très bon produit. En revanche, un très bon dirigeant peut réussir à retourner une entreprise moins bonne ou un moins bon produit. Donc, comme toujours, l'équipe est très importante. C'est mieux de partir avec une très bonne équipe dirigeante et également avec une bonne entreprise et un bon produit. Ce qui est comme ça, vous avez moins de chance, mais c'est une aventure humaine, hein, une entreprise. Une aventure humaine avec énormément de risques et comme on l'a vu, je veux dire, personne ne peut imaginer qu'on allait subir une crise sanitaire telle qu'on l'a vécu à l'échelle de chacune des entreprises. Chaque fois, les entreprises vivent des situations, peuvent vivre des situations différentes par rapport à la perte d'un client, par rapport à l'émergence d'un concurrent, par rapport à une nouvelle technologie qui arrive. Enfin, c'est pas un métier de tout repos entrepreneur, hein. Il faut pas avoir peur du changement et du risque, parce qu'en effet, on vit dans un environnement qui est de plus en plus mouvant, et si vous n'avez pas la capacité de vivre dans un environnement changeant, je pense qu'il faut pas être dirigeant d'entreprise. Parce qu'un bon dirigeant d'entreprise, c'est quelqu'un qui va s'adapter très rapidement au changement. Alors si en plus il peut anticiper le changement, parce que il y a des changements de consommation, il y a des changements que l'on peut anticiper, l'arrivée d'un concurrent, parfois on peut l'anticiper. Après il y a des choses qu'on ne peut pas anticiper. Une crise sanitaire, on ne peut pas l'anticiper. Donc la capacité d'un dirigeant à réagir très rapidement, c'est ça qui fait la perte du temps un bon dirigeant. C'est aussi celui qui sait entraîner une équipe, hein. Je dis, je sais que j'enfonce une porte ouverte, mais je veux dire, un dirigeant n'est jamais seul, donc s'il est seul, il n'arrive pas à grand chose. Donc c'est en plus, il faut entraîner avec soi une équipe. C'est la capacité d'entraîner avec soi dans une vision de son entreprise aussi qui fait des bons dirigeants. Et ça, c'est très important. Justement, c'était une de nos questions. Comment on reconnaît des bons dirigeants? Écoutez, on se trompe ou on se trompe pas. Tant qu'on les a pas vus en œuvre, qu'on les a vus en œuvre, non, mais on essaye d'évaluer tout ce que je viens de te dire. Après, faut avoir aussi de la chance par rapport aux événements, parce que il peut y avoir des événements personnels, il peut se passer beaucoup de choses dans l'aventure d'une entreprise. Mais quand vous avez, au-delà d'un bon dirigeant, quand vous avez une bonne équipe, vous pouvez quand même pallier à pas mal de choses. Et donc cette capacité à mettre en place des équipes, des gens qui travaillent ensemble et qui entraînent l'entreprise qui me paraît très importante.
D'accord. Et justement, par rapport à vos participations, tu avais d'autres questions, je crois, qui étaient... Oui, alors il y a un tour de table qui a été fait donc de 130 millions environ. Pour l'instant, il y a que entre guillemets 8 participations. J'imagine qu'il y en a d'autres qui sont dans les petits papiers. Dans ce contexte-là de crise sanitaire, comment on sélectionne les cibles? Est-ce qu'on cherche à diversifier pour répartir le risque, ou au contraire, on cherche à concentrer les expertises métiers autour de la boulangerie peut-être ou... Non, mais c'est une bonne question, mais pour nous, on n'a pas changé. C'est-à-dire que la diversification est importante, diversification du risque est importante, et on le voit aujourd'hui. Quand on est face à une crise sanitaire, les entreprises ne répondent pas de la même façon parce qu'elles font pas le même métier. Donc, c'est intéressant d'avoir une activité diversifiée. Si on avait fait que de la restauration assise, on aurait un portefeuille qui vaudrait 0. En tout cas, on aurait fait 0 chiffre d'affaires. Donc, heureusement qu'on a investi dans des entreprises qui font des métiers différents. Et donc ça ne change pas. En revanche, notre souhait chaque fois, c'est de faire des bons investissements. Donc, c'est important de ne pas se presser par rapport à une situation particulière et de continuer à rester serein face à un investissement, et être sûr que, en tout cas, on n'est jamais sûr, bien entendu, mais on investit pour de bonnes raisons. Et des bonnes raisons, c'est-à-dire que les fondamentaux sont là, que ça soit le produit ou le service adapté aux besoins et la capacité d'équipe de délivrer, quoi. Donc pour ça n'a pas changé. Ce qui a changé, mais c'était la thèse de French Food. On s'est dit, nous on a créé French Food sur une thèse qui était qu'il y a une modification importante des habitudes de consommation. Donc qui ont démarré avant le Covid pour l'alimentaire. Donc ça s'est peut-être accéléré certainement, mais les tendances elles étaient là avant. Les tendances si on a investi dans les deux marmottes, c'est pas un hasard, c'est qu'on pensait que la manière dont sont fabriqués ces produits, avec un approvisionnement direct auprès des fournisseurs d'herbes, une traçabilité très très forte, une analyse ils font 300 analyses de produits chimiques et métaux lourds sur tous les lots qui arrivent, ça bien avant qu'on rachète l'entreprise. Je veux dire, ça faisait partie de l'ADN de l'entreprise. C'est une entreprise qui fait tout le travail sur la plante, la nettoie, la découpe, d'une certaine manière, l'ensage et l'avant. Mais je veux dire, c'est des produits 100% naturels, sans aucun rajout qu'on appelle ça, d'arômes ajoutés. Il y a 0 arôme naturel ou pas, il y a 0 arôme ajouté, il y a que de la plante. Donc, je pense que ça correspond aujourd'hui à ce qu'attendent les clients d'une tisane. Donc c'est pour ça qu'on a investi dans cette entreprise, parce qu'on trouvait que les fondamentaux étaient très bons. Et la manière dont l'entreprise travaillait, de son ADN correspondait à l'attente des consommateurs d'aujourd'hui. Donc cette attente, elle est peut-être exacerbée par la situation sanitaire, mais elle était là avant. Et la mutation par le digital, elle était là avant. Alors les entreprises se mutent plus rapidement, mais la nécessité des entreprises d'être plus digitales et d'être multicanales, ça date pas de cette année, quand même. C'est antérieur à cette année, même si ça s'est accéléré. Et le phénomène de la livraison pour l'alimentation et la nourriture, il avait aussi démarré avant le Covid. Et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on a investi dans Classcroute, qui est une entreprise qui a 35 ans, on pourrait se dire que comme elle a 35 ans, elle s'est pas adaptée, mais c'est une entreprise qui depuis 35 ans fait de la livraison. Donc elle a un ADN très fort, une connaissance très forte de la livraison en entreprise, avec c'est de la franchise, mais donc les salariés, les gens qui font la livraison sont salariés des entreprises. Donc on considère que c'est une force pour répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a investi dans cette entreprise. On considère qu'elle avait déjà cet ADN. Et qu'ensuite il fallait, bien sûr, il y avait un travail à faire sur faire évoluer l'offre, faire évoluer le service, la digitaliser, etc. Mais quand même avec un ADN qui correspondait aux besoins du consommateur. Vous avez parlé des enjeux de traçabilité, des enjeux de tests de métaux lourds. Justement, comment est-ce que vous prenez en compte les critères ESG dans votre métier d'investisseur ? Alors les critères ESG, ils sont, je trouve, très fort, très présent déjà dans tout ce qui est alimentation, de manière presque naturelle. Je vais pas dire que c'est le cas de tout le monde, mais presque naturelle, puisque même quand vous êtes chef donc, et que vous connaissez pas, on va dire, le ESG comme une théorie et que vous savez pas qu'est-ce que c'est, sur les critères environnementaux,
la plupart des chefs que je connais, en tout cas, ont toujours été très sensibles aux critères environnementaux. Donc, ça fait partie quelque part de leur culture. Comme je disais, quand j'ai travaillé avec Alain, il y a 20 ans, il était très à cheval sur la saisonnalité des produits. Donc, et quand vous respectez la saisonnalité des produits, vous dépensez vous avez des dépenses carbone plus faibles, bien entendu, puisque vous achetez pas des produits qui sont produits sous serre chauffée, mais vous achetez des produits qui sont produits sous soleil, au bon moment. Donc, cette culture-là, elle est très très forte quand même dans l'alimentaire, je trouve. Et en tout cas, elle est plutôt très forte dans les entreprises qui essayent de faire bien, qui correspondent à les attentes du consommateur d'aujourd'hui, dans lesquelles on investit déjà. Donc, quand on fait des bilans ESG à l'entrée des entreprises, après ensuite on fait un plan pour améliorer. On s'aperçoit quand même que la plupart du temps, si c'est pas le cas, c'est possible qu'on n'investisse pas. Donc c'est pour ça que je dis dans l'entreprise dans laquelle on investit, il y a déjà un fonds, d'accord, qui est pas mauvais. Alors, bien sûr qu'ils sont pas capables, pour la plupart, de vous dire quelle est leur dépense carbone. Mais souvent, ils ont des pratiques qui font qu'ils ont une dépense carbone plutôt basse. Aujourd'hui, depuis 3 ans, maintenant, on rencontre plutôt des entreprises qui font attention maintenant à leurs dépenses carbone. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on leur parle de dépenses carbone, ils savent de quoi on parle. Mais sinon, je veux dire, la plupart du temps, il y a pas mal d'habitudes qui n'étaient pas quantifiées, mais qui étaient plutôt des bonnes habitudes. Et c'était déjà des bons élèves en termes de SG. Oui, et donc même si les gens, même si toutes les entreprises ne comptabilisaient pas ce qu'ils font, oui, la plupart faisaient attention à leurs déchets, la plupart faisaient attention à moins de consommation plastique, etc. Parce que ça fait partie aussi on va dire d'une compréhension forte, d'un sentiment fort de la part des dirigeants, qu'on a investi dans K-Santé, qui fait des plats cuisinés minceurs pour donc des menus minceurs vendus uniquement sur Internet. Depuis tous les plats sont Clean Label. C'est-à-dire Clean Label, ça veut dire qu'ils respectent une charte de qualité sur l'origine des produits. D'accord, c'est un label de qualité. Ouais. Okay. Donc ça veut dire que tous les plats sont, alors je sais plus quelle est la note maximum sur Yuka, mais tous les plats sont 100% Yuka. Okay. Mais bien sûr, enfin je dis bien sûr, c'est pas bien sûr puisque c'est pas, mais bien sûr parce que lorsque vous faites fabriquer des plats cuisinés pour faire mincir les gens, normalement il faut pas qu'il y ait trop de gras, il faut pas qu'il y ait trop de sucre. Donc déjà pour cette partie-là, si en plus vous faites attention, comme c'est le cas du dirigeant, sur le fait que les plats ont pas de pesticides, moins de pesticides, et pas d'additifs, du coup ils sont 100% Yuka. Donc après, je vais pas dire que c'est simple, mais je veux dire quand c'est votre ADN, quand c'est votre philosophie, quand c'est votre éthique, ce qui était l'éthique du dirigeant, à côté de qui on a investi, puisqu'il reste à tête de son entreprise et majoritaire, c'est plus facile ensuite de parler de SG, parce que la philosophie il a déjà en lui. Donc après on ne fait que la quantifier, écrire et regarder quelle piste d'amélioration, et ça se fait plutôt naturellement. Très bien, là depuis tout à l'heure on a évoqué pas mal de cas de participation. Moi j'ai une petite question qui est très pragmatique. Alors évidemment vous n'êtes pas tout seul ici, en passant on a vu quelques têtes, mais comment on gère autant d'activités, autant de prises de participation ici chez French Food? En plus en perso, on sait que vous êtes déjà investi dans quelques établissements ici sur Paris. Comment on répartit son temps efficacement pour être suffisamment présent partout en même temps? D'abord, honnêtement, on est un petit fonds sur la place de Paris, donc on fait partie des petits fonds de la place. Donc ça veut dire que nos confrères gèrent beaucoup plus de participation que nous, avec des montants plus importants. Donc on a rien inventé. Nous aujourd'hui, on était 4 partenaires, il y en a un 5e qui vient nous rejoindre, donc il vient d'arriver, mais Johan. Mais même avant son arrivée, on était 4 pour gérer 8 participations. Donc ça reste une charge de travail raisonnable. Je veux dire, suffisamment raisonnable pour être proche des dirigeants. Je veux dire, c'est pas un partenaire qui gère 10 participations.
Et donc, si on avait 40 participations, je pense qu'il y a 3, ça aurait été compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a déjà un nouveau partenaire qui nous rejoint. C'est justement pour être présent auprès des dirigeants lorsqu'ils en ont besoin. Il faut avoir du temps à leur consacrer. Donc, en effet, on consacre du temps à nos participations et aux dirigeants de nos participations parce qu'on a la capacité de le faire, on a le temps de le faire. Parce qu'on n'est pas tous. Si j'étais sur tous les dossiers, par exemple, si j'étais le seul à faire ça, ça serait impossible pour moi. En tout cas, pas en qualité, bien sûr, puisqu'il faut consacrer du temps de qualité auprès des participations et surtout être présent quand ils en ont besoin et quand ils vous appellent. Donc ça, on arrive à le faire, oui. Aujourd'hui, on arrive bien à le faire parce qu'on est structuré pour, quoi. Monsieur Plantier, on n'a pas envie d'abuser de votre temps. On arrive vers la fin. On a des questions de conclusion, si vous voulez. Ça me gêne déjà qu'on me dise Monsieur Plantier, ça me donne déjà un coup de vieux. Je peux vous appeler Laurent. C'est plus agréable. Hein. Et Laurent, si vous voulez, on peut passer aux questions de conclusion. Allez-y. Alors, si vous pouviez vous donner un conseil à la sortie de l'école, quel serait-il? Alors, juste, j'ai besoin de... Quelle école? Quelle école? Quel genre d'école? C'est une école de cuisine, une école d'hôtellerie, une école de management? Juste comme ça. Ou si c'est à toutes les écoles et à tous les étudiants que vous adressez. Non, dites-moi. Hein. À la sortie du MBA, typiquement. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Je vais vous répondre. Hein, je vais vous répondre de manière pour tout le monde. Hein, je pense que tous les étudiants ont passé une grande partie de leur vie à travailler. Donc réfléchissez à ce qui vous plaît. Ce qui vous plaît avant de, bien sûr, comme vous avez jamais travaillé ou pas beaucoup d'expérience professionnelle, c'est difficile de dire, moi, ce qui me plaît, c'est d'être directeur marketing de Chanel, quoi, parce que vous savez pas qu'est-ce que c'est que le job de directeur marketing de Chanel. Je sais pas pourquoi je donne cet exemple-là, mais vous comprenez ce que je veux dire, ou directeur financier de LVMH. En revanche, c'est important de se connaître bien et de savoir qu'est-ce qu'on aime faire au quotidien. Est-ce qu'on aime le contact? Est-ce qu'on aime les chiffres? Est-ce qu'on aime la créativité? Est-ce qu'on est sur quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Et je pense que c'est très important d'essayer de matcher qui vous êtes, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez faire sans effort avec le métier que vous allez faire. Et je pense que ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile au départ, mais ce qu'il y a pour moi de plus important. Parce que si vous faites un métier dans la douleur, même si vous êtes quelqu'un de très travailleur, de très engagé, de très investi, qui est capable avec une grosse capacité de travail, à un moment donné, vous allez vous épuiser parce que vous allez toujours être dans l'effort. Si vous faites un métier qui vous plaît, même si vous travaillez des 17 heures par jour, les premières années, vous n'allez pas avoir l'impression de travailler 17 heures par jour parce que si vous aimez les jeux vidéo, vous pouvez rester 17 heures devant un jeu vidéo, vous n'avez pas l'impression de travailler, quoi. Mais si c'est votre job de rester 17 heures devant un jeu vidéo et que vous adorez ça, vous n'allez pas non plus avoir l'impression de travailler. Donc, je pense que c'est le plus important, c'est vraiment ça. C'est de réfléchir à ce qui vous plaît, parce que peu importe, je dirais même la rémunération qu'on va vous proposer entre deux boulots, choisissez d'abord celui qui vous plaît, surtout quand vous démarrez, plutôt que celui qui a la plus grosse rémunération et qui n'est pas quelque chose qui va vous plaire, parce qu'ensuite vous allez être, à un moment donné, vous allez vous épuiser, quoi. Selon votre capacité de résistance, bien sûr, même si elle est très très forte, faire quelque chose dans l'effort tout le temps, vous vous épuisez, donc c'est mieux de le faire dans le plaisir, quoi. Vous parliez justement de travailler 17 heures. On a une autre question, c'est comment concilier vie personnelle et vie de travail? Déjà, je le redis, faites quelque chose qui vous plaît. C'est quand même très important. Je veux dire, parce que déjà, vous allez être heureux. Si vous allez être heureux, il y a plus de chances que votre conjoint soit heureux également, parce qu'il va vivre avec quelqu'un de heureux, mais tout ça compte tout de même. Et ensuite, pour avoir des discussions avec lui sur le partage des tâches ménagères et savoir quel temps vous devez consacrer à votre famille. Mais au départ, quand vous êtes entrepreneur, ça demande quand même des efforts. Donc c'est quelque chose qui doit être discuté en amont avec votre conjoint. En lui disant, bon là, j'ai décidé de partir dans la voie de l'entrepreneuriat, ça veut dire que je vais certainement beaucoup travailler et c'est pas sûr que je ramène beaucoup d'argent, voire un salaire au départ, puisque ça va être dépendant de la réussite que je vais avoir. Donc ça peut être, vous pouvez avoir une double peine au départ, c'est-à-dire à la fois travailler beaucoup et à la fois avoir aucune rémunération ou très peu de rémunération. C'est peut-être souvent le cas des entrepreneurs au départ. Hein. Et très rares sont ceux qui démarrent tout de suite, qui décollent et qui très très jeunes gagnent énormément d'argent. Ils permettent d'avoir une vie facile. Donc en plus,
vous pouvez accumuler deux choses difficiles. Mais je pense que c'est bien déjà quand on est en harmonie avec soi-même, ensuite il suffit d'être en harmonie avec la personne avec qui vous vivez. Et c'est important aussi parce que si vous n'êtes pas en harmonie avec la personne que vous vivez, ça va être aussi difficile. Donc c'est en effet pour vivre une vie pleinement épanouie, il faut être en harmonie avec les deux. Moi je sais que moi j'ai 4 enfants. Hein. J'ai 4 enfants avec la même femme, la même épouse que j'ai épousée l'année où j'ai rencontré Alain Ducasse. Elle savait que que je suis parti sur un projet entrepreneurial et qu'au départ j'allais beaucoup voyager, j'allais beaucoup travailler. Et elle était d'accord avec ça. Elle a quand même une carrière, elle a développé sa carrière, mais c'est un choix qui se fait à deux presque. C'est un choix qui se fait à deux, pas presque, c'est un choix qui se fait à deux. Et à un moment donné, si ça convient pas à votre conjoint, il faut savoir, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez ralentir parce que vous considérez que vous travaillez trop, ou est-ce que vous considérez que vous avez le mauvais conjoint et vous changez de conjoint ou vous changez d'entreprise? Mais ça, mais ce sont des choix importants, les deux. Il y a pas de bonne ou mauvaise décision. Hein. Mais je pense que la bonne décision, c'est de vraiment de faire ce qui vous convient avec la personne, avec la bonne personne qui est prête à comprendre ce qui vous convient et que vous êtes capable de rendre heureux ou heureuse. Et quelle est la meilleure chose que votre carrière professionnelle vous ait apporté? Moi, ma carrière professionnelle m'a amené beaucoup de plaisir. Non, mais elle m'a amené beaucoup de plaisir parce qu'elle m'a permis de rencontrer énormément de personnalités. En France, à l'étranger, de rencontrer des gens créatifs, de rencontrer des architectes, des designers. Et donc, toutes ces rencontres ont été très enrichissantes. Donc je pense que la meilleure chose que ça m'a amené, ça a été cette richesse liée à l'ensemble des rencontres que j'ai eues. D'accord. Et donc après, ça fait après certaines rencontres sont éphémères et d'autres vous créez des amis pour la vie. Mais dans tous les cas, les rencontres sont toujours très très enrichissantes. En tout cas, pour moi, je le vois comme ça. Que recherchez-vous chez un jeune que vous recrutez? Je recherche l'envie. Non, je recherche vraiment l'envie et c'est vrai que tous les gens qui nous ont rejoints l'ont fait parce qu'ils avaient envie de travailler pour French Food dans le sens dans ce secteur de l'alimentation. Parce qu'ils croyaient fortement à l'idée de travailler dans le secteur de l'alimentation plus que dans un fonds d'investissement. Bien sûr, on est un fonds d'investissement dans le secteur de l'alimentation, mais c'était l'envie de venir travailler avec nous et c'est important puisque, comme je l'ai dit, c'est pas qu'on travaille beaucoup, pas beaucoup, c'est le fait que il faut être content de ce que l'on fait parce que c'est tous les jours, c'est pas toujours facile, hein, en fait, dans n'importe quel métier. Et donc, si vous le faites avec plaisir, c'est plus agréable aussi pour l'environnement parce que vous n'êtes pas tout seul, vous travaillez avec une équipe. Oui, c'est plus agréable pour les autres aussi. C'est aussi plus agréable pour les autres. Donc si vous embauchez quelqu'un qui est pas content, c'est pas agréable pour moi de voir quelqu'un qui fait la gueule tous les jours. Forcément. Voilà, je préfère avoir quelqu'un qui est heureux de venir travailler et qui est content de faire ce travail-là. Ouais. Et donc essayer d'être sûr que le travail lui convient et qu'il se trompe pas. Mais c'est un sujet que j'avais beaucoup plus chez Ducasse qu'ici. Parce qu'Alain était Ducasse était une marque très forte, qui attirait beaucoup de monde, et sans que les gens comprennent parfaitement qu'est-ce que c'est un métier difficile. Les gens que l'on reçoit aujourd'hui connaissent à peu près le monde des fonds d'investissement, le monde de la finance, donc ils savent pourquoi ils viennent. Chez Ducasse, on avait beaucoup plus de collaborateurs, hein. On avait 1200 fiches de paye, donc on avait beaucoup plus de collaborateurs, on avait beaucoup d'attrait pour ces métiers et de la cuisine et de la marque et du marketing, etc., dans tous les domaines. Et c'est en cuisine, hein, vous pouvez le dire. Oui, en cuisine, c'est un métier dur. c'est un métier difficile et en cuisine étoilée, 3 étoiles, vous avez une exigence très très forte puisque vous n'avez pas le droit à l'erreur, puisque le client, il s'en fout que ça soit un petit jeune qui vient d'arriver, qui lui a cuit sa viande. Si elle est mal cuite, elle est mal cuite et c'est la faute de Ducasse. Mais bien sûr, je simplifie, mais c'est le propos est là. Donc, vous n'avez pas le droit de l'erreur. Donc, il y a beaucoup d'exigences dans ce métier. Et donc, c'est un métier pas facile. Et on est sûr que les gens qui nous rejoignent comprenaient la difficulté de ce métier, que c'était pas une lubie, quoi, mais c'était une vraie envie. Qui savent où y mettre les pieds. Et qui savent où y mettre les pieds quand vous décidez de rentrer dans cette profession que ça soit en cuisine ou en salle, c'est quand même exigeant, quoi. Même exigence dans un 3 étoiles, exigence chez Ducasse, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est un métier exigeant de partout. Oui, j'imagine dans tout. Dans tous les domaines, donc il faut le savoir et c'est vrai que ce qui a changé, ça a été la télévision.
et les émissions de télévision qui ont donné une aura complètement différente. Entre le moment où j'ai commencé à travailler avec Alain en 98 et quelques années après, quand les émissions de télé sont devenues à la mode, le regard des gens sur le chef a complètement changé. C'est-à-dire qu'au départ, c'était quand même un peu pas une vocation pour la plupart des jeunes qui faisaient ce métier, mais plutôt une par défaut. Souvent, ils étaient orientés par défaut dans un CAP de cuisine, hein. Et donc ils arrivaient par défaut dans ce métier. C'était difficile, et donc ils faisaient ça avec beaucoup de douleur. Et lorsque même un jeune voulait faire cuisinier parce qu'il avait la passion de la cuisine, autour de lui, c'était pas très valorisé, quoi. C'était pas très chic de dire mon fils est cuisinier il y a 20 ans. Et grâce à la télé, ça a démocratisé le métier. Complètement. Donc de mettre en avant les chefs qui ont réussi, de montrer l'intérêt de ce travail, ça a donné envie à beaucoup de jeunes de faire ce métier. Et ça a surtout valorisé ce métier donc vis-à-vis du regard des autres, hein, quand même, qui est important, et vis-à-vis du regard des parents souvent, qui sont contents quand leur enfant leur dit, ben voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être pâtissier, j'ai envie d'être boulanger, j'ai envie d'être cuisinier, j'ai envie de gérer un restaurant. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont très valorisés, qui restent difficiles mais qui sont très valorisés. Et donc du coup, on a des gens plus épanouis, on a commencé à recruter des gens on va dire de niveau, c'est un peu compliqué, mais de dire ça parce que c'est pas vrai, mais qui avait un bagage culturel beaucoup plus large et qui avait vraiment fait ce choix de faire ce métier et pas vécu comme pas vécu dans la douleur. Ouais, et donc on a même recruté, on a vu venir des gens qui avaient fait une autre formation. Et donc ils faisaient cette formation en deuxième formation comme un choix. Ils avaient fait la première formation de droit, d'éco, de business, certainement pour faire plaisir à leurs parents. Et après, une fois qu'ils avaient 20 ans, 21 ans, 22 ans, qu'ils avaient un peu plus d'indépendance, de capacité d'assumer leur indépendance, ils reprenaient un CAP de cuisine et après ils rentraient dans la cuisine en ayant vraiment ce choix. Alors ils partaient un peu avec du retard par rapport à leur âge, hein, par rapport à des jeunes, mais avec plus d'envie et capacité d'aller plus vite. Voilà. Est-ce que vous avez un livre ou un film ou un podcast, si vous voulez, à recommander? Oh là là. Non, écoutez, bien sûr, à recommander à qui? Moi, j'aime beaucoup, pour les entrepreneurs, j'aime beaucoup Génération Do It Yourself. Ah, j'adore. J'aime beaucoup Génération Do It Yourself. Je trouve que c'est très enthousiasmant pour tous les gens qui sont entrepreneurs. Pour les gens qui s'intéressent à la cuisine, Business of Bouffe, je trouve ça excellent parce que là, ça parle vraiment de bouffe. Voilà. Donc, si vous écoutez Business of Bouffe pour la bouffe, et Génération Do It Yourself pour l'entrepreneuriat, je trouve que c'est deux podcasts qui sont très enthousiasmants et qui donnent envie d'entreprendre, envie d'aller manger et envie de faire ce métier. Clairement. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous a pas posée ou quelque chose que vous voudriez ajouter? Alors, je ne sais pas s'il y a une question qu'on m'avait pas posée. Enfin, il y a plein de questions qu'on vous a pas... Non, mais je pense qu'en guise de conclusion, je vais vraiment insister sur le fait puisque je m'adresse à des jeunes, de vraiment choisir la profession qui vous correspond le mieux, et vraiment de réfléchir à qu'est-ce qui vous correspond. Est-ce que vous aimez les contacts humains? Est-ce que vous aimez travailler quand tout le monde s'amuse? Est-ce que vous aimez vous amuser? Est-ce que vous aimez... Peu importe, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il faut juste faire le choix qui vous correspond. Et vous avez plus de chances d'être heureux en faisant ce choix-là, et c'est quand même très important, quoi. C'est très important de pas trop se tromper, quand on a le droit de se tromper un peu, mais de pas trop se tromper. Et si on se trompe, parce que ça arrive à tout le monde, hein, et on part dans la mauvaise voie, de le reconnaître rapidement et d'essayer de changer, c'est bien. C'est bien également. Donc il faut savoir pour qui vous voulez travailler, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous motive. Ça me paraît très important. J'ai l'impression, en tout cas, que la plupart des jeunes étudiants que je rencontre qui cherchent un métier ont réfléchi à ça plus qu'une ancienne génération. Ils ont plus réfléchi à l'intérêt pour eux de travailler dans qu'est-ce qui va leur amener l'entreprise, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Quelles sont les valeurs que porte l'entreprise, est-ce qu'elles correspondent à leurs propres valeurs. J'ai l'impression que c'est plus le cas, mais il faut que ça soit le cas pour tout le monde. Parfait, merci beaucoup Laurent. Et dernière question, comment est-ce qu'on vous contacte?
Comment on me contacte? Alors, on me contacte très facilement. Je réponds à mes mails, même si je mets 5 jours pour répondre à certains. Je réponds toujours à mes mails. C'est laurent.plantier@frenchfoodcapital, comme ça se prononce.com. Laurent.plantier, frenchfoodcapital.com. Et c'est très facile. Parfait. Merci et beaucoup. Ceux qui ont perdu, info@frenchfoodcapital sur le site internet, ça m'arrive aussi. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Bravo d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Je compte sur vous pour noter cet épisode sur votre application de podcast préférée, pour le partager à tous vos amis, tous vos collègues qui pourraient être intéressés. Et en attendant, je vous embrasse, passez une bonne semaine et gardez la forme.